Bonjour à tous. Dans cette vidéo destinée à la MPC 3 de CPGO Moulay Youssef Touraba, je présente la dernière partie des courbes de la leçon des courbes paramétrées et sera en fait spécialement sur les courbes en coordonnées polaires. Dans les séances précédentes, nous avons présenté la théorie des courbes paramétrées, l'étude des courbes paramétrées en fait en coordonnées cartésiennes. Donc, puisqu'une courbe paramétrée est une application qui va de R ou d'un domaine de R à valeur dans R2, à valeur de le plan, ou dans C. Et donc, puisque dans le plan et dans C, nous avons deux types de coordonnées, soit les coordonnées cartésiennes, soit les coordonnées polaires qui sont vraiment spéciales pour, euh, pour le plan. Donc, la théorie peut être présentée en coordonnées cartésiennes, comme nous avons déjà vu, et il se peut qu'elle soit présentée en coordonnées polaires. C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo-là. Donc, cet exposé sera en fait divisé en deux parties, la partie théorique et la partie des exemples et études des courbes en coordonnées polaires. Donc, premièrement, je vais commencer par la partie théorique. Donc, en commençant bien sûr par définir ce que c'est que les coordonnées polaires. Donc, je crois que vous avez déjà vu les coordonnées polaires en mécanique, du point matériel. Donc, rappelons tout d'abord en fait la définition précise des coordonnées polaires. En fait, alors si on prend le plan rapporté à un repère orthonormé au IJ, d'accord, donc pour un θ réel quelconque, on note en fait Uθ, c'est le vecteur a pour coordonnées cos θ, sin θ sur ce repère-là. Et Vθ, c'est le vecteur qui a pour coordonnées moins sinus θ, cosinus θ. Et qui est vraiment Uθ plus pi sur 2, qui découle de Uθ par une translation de pi sur 2. Par une rotation par d'angle pi sur 2, pardon, par une translation. Voilà. Et donc, en fait, étant donné M un point du plan matériel, du plan complexe, donc on va dire que le couple Rθ est un couple du coordonné polaire du point M. Si seulement si on a cette relation-là qui est OM égale R Uθ. D'accord? Donc le Uθ ici, c'est vraiment le vecteur qui joue le rôle de exponentielle Iθ en coordonnées dans le plan complexe. D'accord? Donc c'est vraiment comme si on voulait écrire R exponentielle Iθ avec R et θ sans les coordonnées polaires du vecteur, hein, bien sûr, si OM est vu comme étant confondé avec son affixe dans le plan complexe. D'accord? Et donc, en fait, on va noter par la suite M égale Rθ, le couple Rθ comme ça, hein, avec des crochets, pas des parenthèses. Donc, les parenthèses sont réservées pour les coordonnées cartésiennes. D'accord? Donc, les crochets sont réservés maintenant pour les coordonnées polaires. Ceci veut dire que OM égale R Uθ. Et donc voilà, donc ici si on voulait voir en fait l'espace comme étant, le plan comme étant un espace vectoriel, si on voulait le voir comme étant un espace affine, puisqu'on fait de la géométrie maintenant, donc on peut le voir comme étant un espace affine, et donc on peut voir en fait que cette écriture peut s'écrire comme étant M égale à O plus R Uθ, parce que OM c'est M moins O. D'accord? Et donc voilà, vous voyez bien que voilà le Uθ est là, donc Uθ, voilà, il a pour coordonnées cos θ, sin θ, donc ça c'est J, ça c'est I, et Vθ c'est en fait, elle est obtenue avec une rotation de pi sur 2, avec une rotation par d'angle pi sur 2, et
pour centre l'origine. Et voilà, étant donné par exemple M ici a pour coordonnées polaires R θ, donc le R est ça, d'accord? Et le θ est cet angle-là, d'accord? Bon, malheureusement, le θ, les coordonnées polaires ne sont pas uniques, d'accord? Donc, comme vous voyez, donc ils ne sont pas vraiment uniques, donc on peut dire que θ est là ou θ est... donc si on remplace ici par exemple θ par θ plus 2π, ou plus 2kπ, donc rien ne change, d'accord? Rien ne change parce que u θ plus 2kπ, d'accord, égale à u θ. D'accord, donc cosinus et sinus sont 2p périodiques. Et donc en fait, c'est l'une des choses les plus intéressantes et qui rend les coordonnées polaires un petit peu difficiles pour travailler avec. C'est la non-unicité des coordonnées polaires en fait. Et voilà, donc par contre, pour les coordonnées cartésiennes, il y a unicité, comme vous connaissez, donc il y a unicité, c'est une vraie base, donc IJ c'est une vraie base, et donc il y a unicité d'écriture du vecteur, d'accord? Alors, maintenant, une équation polaire, c'est toute équation qui s'écrit sous cette forme-là, R égale f de θ, donc c'est la donnée d'un rayon qui dépend de θ, entre deux guillemets un rayon, hein, c'est pas vraiment un rayon. Et l'application en fait, donc RF de θ, c'est l'application donnée par, définie sur un domaine T, et dont les points sont donnés en coordonnées polaires, donc en fait c'est Rθ, θ. D'accord, donc la courbe polaire, donc étant donné une équation polaire, c'est ça, d'accord, donc R égale F de θ, mais la courbe d'équation R égale F de θ, c'est l'application définie sur D. D, c'est le domaine de définition de petit f, d'accord? Et dans les coordonnées de mθ sont données en coordonnées polaires par r de θ, θ, d'accord? Qui est O plus rθ, uθ, et qu'on peut écrire encore sous sa forme complexe, r de θ exponentielle iθ. Donc r de θ, uθ, c'est exponentielle iθ. Voilà. Donc en fait, une équation... Alors, une courbe en coordonnées polaires, c'est la donnée de R en fonction de θ. D'accord? Donc, voilà un premier exemple. Donc, c'est l'exemple d'une spirale d'équation polaire R égale à racine carrée de θ. Petit f ici, c'est racine carrée de x. Donc, f de x égale racine carrée de x. Et donc, il est défini pour θ positive, au nul. Et donc, par exemple, si vous prenez θ égale à 0, alors r de θ égale à 0. Et donc, en fait, l'origine est dans la courbe C. D'accord? Donc, l'origine, c'est le point qui a pour r, pour rayon égal à 0. On n'a pas donc. D'accord? Et donc, maintenant, si vous prenez alors le rayon là, il appartient à la spirale. Si vous prenez pour θ égale à pi sur 2, d'accord, donc on est là, pour θ égale à pi sur 2, donc r de θ égale à racine carrée de pi sur 2, et donc m de pi sur 2 qui est le point qui a pour coordonnée polaire racine carrée de pi sur 2, d'accord, donc l'angle est là, pi sur 2, et ça, cette distance-là est racine carrée de pi sur 2 qui est approximativement égale à 1,25. Hein, 1,25. Donc si vous prenez par exemple l'angle pi, donc m de pi, c'est racine carrée de pi. Donc racine carrée de pi, c'est vraiment cette distance-là. D'accord, c'est vraiment cette distance-là. Et voilà, racine carrée de pi qui en coordonnées cartésiennes peut s'écrire comme étant moins 1,77, 0. D'accord, donc elle se situe de la droite des abscisses, d'accord, et elle a pour coordonnées moins 1,77.
m de 2pi, encore une fois, donc c'est racine carrée de 2pi, d'accord, 2pi, et qui est racine carrée de 2pi 0, donc l'angle, donc ici l'angle, comme j'ai déjà dit, c'est 2p périodique, et du coup, donc on peut mettre 0 ou 2p, c'est la même chose, donc ici c'est 2p ou 0, c'est la même chose. Et racine carrée de 2pi, donc voilà, donc si vous prenez là, donc cette distance là c'est racine carrée de 2pi et l'angle c'est 0. Donc c'est 2,5 approximativement 0. D'accord? Voilà, donc ça c'est un premier exemple d'une courbe paramétrée en coordonnées polaires, donc c'est la spirale. Voilà. Alors, pardon. Alors, une telle équation, donc cette équation-là, d'accord, R égale f de θ, ressemble à une équation cartésienne de la forme y égale f de x, d'accord, donc elle ressemble à une courbe, à une fonction bien donnée, une fonction bien donnée, mais en fait la non-unicité d'un couple de coordonnées polaires en fait un objet en fait plus compliqué et qui rend en fait cette théorie un tout petit peu difficile. D'accord? Donc, si on reprend par exemple l'exemple de la spirale d'équation R égale racine carrée de θ, donc comme vous connaissez, donc comme on a déjà dit, racine carrée de pi est un point de la spirale, mais également moins racine carrée de pi est un point de la spirale. D'accord? Donc sans que en fait ce moins racine carrée de pi soit vraiment l'image de racine carrée de p par f. D'accord? Donc si on voulait prendre l'image par f, c'est racine carrée de 2pi, D'accord? Mais bon, ce point-là appartient à la spirale parce qu'en fait, moins racine carrée de 2pi, c'est moins racine carrée de pi 0. D'accord? Mais moins racine carrée de pi 0, c'est aussi racine carrée de pi. D'accord? Racine carrée de pi. Parce que ce moins qui est juste à côté de racine carrée de pi, donc on peut l'écrire comme étant un exponentiel pi, et donc on peut rendre une translation là sur cet angle-là. D'accord? Et donc en fait, ce point, il a pour coordonnée par exemple racine carrée de pi, et il a aussi pour coordonnée polaire moins racine carrée de pi. Bon, pas pour coordonnée polaire, mais pour représentation. Donc c'est une représentation en polaire, moins racine carrée de pi. D'accord? Donc il n'y a pas d'unicité des coordonnées polaires, et donc en fait c'est là en fait c'est ce qui fait la difficulté pour travailler avec ces coordonnées là. Donc là il faut vraiment faire très attention par la suite. Donc, si en cartésien, alors on écrit en fait en cartésien m de xy appartient à CF, si seulement si, donc la courbe de f. Donc, si on est là, si seulement si y égale à f de x. Donc, si on trace la courbe d'une fonction, donc ce qui est habituel, donc c'est la courbe étant l'ensemble des xy, tel que y égale à f de x, d'accord? Mais ceci n'est pas du tout vrai en coordonnées polaires. Donc c'est là en fait qu'il faut faire vraiment très attention en coordonnées polaires. Et donc en fait on a seulement si r égale f de θ, donc le point du couple. Alors le point de coordonnées polaires rθ est un point de la courbe, mais l'inverse n'est pas du tout, n'est pas vrai, d'accord? Donc comme ici, hein. Donc celui-là est un point de la courbe, mais moins racine carrée de pi n'est pas du tout f de θ, n'est pas du tout racine carrée de 2pi. Voilà. Donc pour avoir une équivalence, on écrit en fait m dans la courbe, dans C, si seulement si il existe r et θ des coordonnées polaires de m telles que r égale f de θ. D'accord, donc avec une existentielle. D'accord, donc on n'écrit pas ici, on n'exige pas ici les coordonnées polaires. D'accord, donc les coordonnées polaires sont là. Donc pas vraiment comme ça.
D'accord? Donc il y a vraiment une grande différence entre cette écriture-là et cette écriture, donc, comme vous connaissez. D'accord là? Donc là, l'existence du couple XY est unique. Et c'est vraiment, ce sont ces deux XY. Mais là, donc déjà, ils ne sont pas uniques. Et de plus, ils sont pas exigibles ici. D'accord? Donc ils ne sont pas exigibles là. Alors, dans cette présentation-là, donc la lettre R désigne à la fois la première des deux coordonnées polaires, r θ, et aussi la fonction r de θ. D'accord? Donc on fait une confusion entre ces deux notions en écrivant r égale r de θ. D'accord? Donc r par la suite désigne r de θ. Donc voilà. Donc r de θ n'est pas nécessairement la distance OM de θ, d'accord? Donc c'est pas vraiment toujours r de θ la distance qui est la distance entre les points O et M de θ. Donc parce qu'en fait r de θ peut prendre des valeurs négatives. Et donc en fait en général on écrit OM de θ, c'est la valeur absolue de r de θ. D'accord? Et donc, grâce également, donc le troisième remarque, c'est que grâce à aux relations usuelles entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées polaires, donc on peut réécrire, d'accord, à tout moment, notre courbe en coordonnées cartésiennes. D'accord, de la forme, donc on prend toujours donc la variable t c'est θ, x de θ égale à r de θ cos θ et y de θ égale r de θ sin θ. Donc on peut se ramener aux coordonnées cartésiennes. D'accord? Mais bon, on va voir que vraiment aussi les coordonnées polaires, même si elles sont difficiles, il y a des complexifications de travailler avec, mais il y a également des simplifications que travailler avec les coordonnées cartésiennes. D'accord? Donc, premièrement, alors pour calculer la vitesse en polaire ou la dérivée, donc premièrement, on dérive le vecteur, donc les vecteurs uθ et vθ, donc la dérivée de uθ sur dθ vue comme étant une fonction θ. Donc c'est moins sinus, donc uθ c'est cos θ sinus θ, donc c'est moins sinus θ i plus cosinus θ v g qui est vraiment vθ et qui est à la fois uθ plus pi sur 2. D'accord? Et donc là, si vous dérivez encore une fois duθ sur dθ, donc en fait dvθ sur dθ, c'est la dérivée de uθ plus pi sur 2, et donc c'est donc la dérivée de uθ, c'est uθ plus pi sur 2, donc c'est une rotation par pi sur 2 de u. Et donc, la dérivée de uθ plus pi sur 2 qui est vθ, c'est, donc on ajoute on fait une rotation par pi sur 2, donc le pi sur 2, et donc c'est uθ plus pi, c'est moins uθ. D'accord, c'est moins uθ. Donc, en résumé, il s'obtient donc les dérivés là également s'obtient par rotation d'angle pi sur 2. Donc, c'est tellement usuel, donc vous le connaissez déjà. Donc, la dérivée, donc c'est vraiment, il s'obtient à partir des dérivées successives de cosinus θ et sinus θ, hein, pas plus. Donc la dérivée de cos θ, c'est cos θ plus pi sur 2, et la dérivée de sinus θ, c'est sinus θ plus pi sur 2, toujours. Et donc, c'est de là où vient en fait toutes ces formules-là. Hein. Alors, le premier résultat, c'est la donnée de la tangente ou d'un point distinct de l'origine. Donc, étant donné R une fonction dérivable sur un domaine T, d'accord, c'est la courbe polaire d'équation, la courbe d'équation polaire R égale Rθ, d'accord. Donc, alors n'importe quel point de la courbe distinct de l'origine est un point régulier. D'accord, ça veut dire que la dérivée, la vitesse est non nulle.
D'accord, donc la vitesse est non nulle. Et si m de θ est distinct de l'origine, est un point de C distinct de l'origine, alors la tangente en m de θ est dirigée par la dérivée par rapport à θ de m, qui est donnée par r' de θ, uθ plus r de θ vθ. D'accord? Également, et dernièrement, donc l'angle, si on désigne par bêta, l'angle entre uθ et la vite et dm sur dθ, donc ce bêta-là, vérifier tangente de bêta égale à r sur r', si jamais r' différent de 0, donc r' c'est r' de θ, r c'est r de θ. Et si r' égale à 0, donc bêta égale à pi sur 2 modulo pi. D'accord? Donc, comme vous voyez là, dans ce dessin-là, donc là c'est le point m de θ, la tangente c'est dm θ sur dθ, bien sûr un point distinct de l'origine. Donc, si vous prenez là les coordonnées, donc ça c'est cos θ fois i, ça c'est sinus θ fois i. D'accord? Donc ça c'est bon, ça c'est uθ, ça c'est uθ, ça c'est vθ, d'accord? Et donc en fait le repère mθ, uθ, vθ est un repère en polaire, d'accord? C'est un repère polaire en mθ. Donc en fait ceci, donc mθ, donc c'est une translation du repère, du premier repère, et une rotation par θ, d'accord? Ou une rotation puis une translation par θ, par ce vecteur-là. Donc dans ce repère-là, donc si on prend dans ce repère-là, les coordonnées de dm sont r', d'accord? Sont r', et donc si on désigne par bêta ce vecteur, donc l'angle entre uθ et dm de θ, et dm sur dθ, donc bêta là, ou 1 sur, donc bêta, c'est ce point-là, d'accord? Donc, et également on désigne par alpha, c'est le vecteur, c'est l'angle entre l'axe des abscisses et le vecteur vitesse, d'accord? Et donc en fait on obtient finalement que alpha, d'accord, égale à θ, d'accord, θ c'est vraiment ça, c'est ça, d'accord, à θ plus bêta, d'accord. Et donc par la suite, si on voulait déterminer dm sur dθ, donc il suffit en fait de déterminer soit bêta, soit alpha, soit de calculer la vitesse, hein, soit de calculer la vitesse. Mais bon, le plus simple, c'est de calculer bêta par cette formule-là. Sinon, on calcule la vitesse directement. D'accord. Alors, pour la preuve, donc on prend m de θ égale en fait à r de θ et uθ, translacé par l'origine. Et donc en fait la dérivée de m de θ sur dθ est égale à la dérivée de r par rapport à θ fois uθ plus r de θ, donc la formule de Leibniz. dr sur dθ c'est r', c'est la dérivée de r par rapport à θ. Et la dérivée de uθ par rapport à θ, c'est vθ. Et donc là, on obtient le résultat, le deuxième résultat. D'accord? Donc c'est là. Et donc en fait, déterminons alors les éventuels points singuliers. Donc les points singuliers sont dm sur dθ égale à 0. Donc ce sont les points dans lesquels la vitesse est nulle. Et ces points, donc la vitesse est nulle puisque uθ et vθ sont libres en fait. Si et seulement si rθ égale à r' de θ égale à 0. Et là, puisque r de θ est différent de 0, d'accord, r de θ égale à 0 si seulement c'est m de θ égale à 0 parce que voilà, d'ici,
D'accord? Donc r de θ égale à 0 si seulement si m de θ égale à où. D'accord? Et donc en fait on en déduit que tout point en fait distinct de l'origine est un point qui est régulier parce que r de θ est différent de 0. D'accord? Et donc en fait donc m de θ différent de 0 alors r de θ différent de 0 et donc le point est un point. Donc si r de θ est différent de 0 donc la vitesse est non nulle et donc c'est un point qui est régulier et donc c'est le premier point. D'accord? C'est le premier point. Alors pour la dernière point, alors pour le dernier résultat, c'est alors on prend dm sur dθ, donc elle est donnée par ça, donc c'est vrai, c'est ça. Donc en fait r' et r' de θ, r de θ sont les coordonnées de dm sur dθ dans le repère m de θ, u θ, v θ. Et donc en fait cosinus bêta, on revient au repère, donc bêta est là. Donc cosinus bêta c'est r' sur ça, d'accord, sur cette longueur-là qui est la racine carrée de r carré plus r' au carré. Pardon, c'est r, bêta c'est ça. Bêta c'est ça. Donc le cosinus c'est ça, c'est r sur l'hypoténuse et le sinus c'est r' sur l'hypoténuse. Donc cosinus bêta c'est r sur racine carrée de r carré plus r' au carré et sinus bêta c'est r' sur r carré plus r' au carré. Et donc en fait, puisque r est différent de 0 parce qu'on travaille pour un point qui est distinct de l'origine, donc on aura en fait que r' sur r égale à cotangente de bêta, ça veut dire que c'est 1 sur tangente de bêta égale en fait à r' sur r. D'accord? Donc si r' est différent de 0, alors tangente de bêta égale à r sur r', c'est ce qu'on voulait, d'accord? Tangente de bêta égale à r sur r', mais c'est r' égale à 0, donc 1 sur tangente bêta égale à 0, ça veut dire que tangente bêta égale l'infini, et donc ceci veut dire en fait que quoi? Bêta égale à pi sur 2 modulo pi, d'accord? Donc bêta égale à pi sur 2 modulo pi, ça veut dire que c'est là. Voilà, bêta égale à pi sur 2 modulo pi, c'est tout. D'accord. Alors comme exemple, donc on prend l'exemple r égale 1 moins 2 cosinus θ et on voulait déterminer la pente en point m de racine carrée, m de pi sur 2. D'accord? Donc premièrement, alors on va le faire par deux méthodes différentes. Donc on va juste exploiter le théorème deux fois différemment. Donc la première méthode c'est de calculer bêta, c'est de déterminer bêta, d'accord, directement. Donc bêta c'est l'angle entre uθ et dm sur dθ. Donc tout d'abord on calcule déjà r de pi sur 2. Déjà il faut s'assurer que m de pi sur 2 n'est pas un point n'est pas l'origine, d'accord? Donc r de pi sur 2 c'est 1. 1 moins 2 cosinus pi sur 2, donc c'est 1, c'est un point distinct de l'origine. R' de θ égale à 2 sinus θ, d'accord? Et donc R' de pi sur 2 égale à 2, donc R' est non nul. Le point m de pi sur 2 est un point distinct de l'origine, donc tangente bêta égale à r sur r' qui est 1,5, et du coup ceci donne en fait que bêta égale à l'arc tangente de 1 sur 2 modulo pi. D'accord? Donc c'est pi sur 2 moins arc tangente de 2 modulo pi. Donc l'angle en fait entre donc l'angle de la tangente en pi sur 2 et donc alpha, donc l'angle voilà, donc alpha, l'angle entre l'axe des abscisses et la tangente, c'est θ plus bêta. D'accord, c'est θ plus bêta, et donc en fait on peut écrire c'est pi sur 2 plus pi sur 2 moins
arctangente de 2 modulo pi, et donc c'est pi moins l'arctangente de 2. D'accord? C'est pi moins l'arctangente de 2. Donc c'est l'angle qu'on voulait. Et donc en fait, puisqu'on a l'angle, donc on a vraiment la tangente. D'accord? Donc puisqu'on a l'angle, on a la tangente. Alors, la deuxième des choses, donc la deuxième méthode, c'est de calculer directement dm sur dθ. C'est de déterminer directement la vitesse et d'écrire l'équation de la tangente. Donc on calcule dm sur dθ, donc dm sur dθ en racine en pi sur 2, c'est r' en p sur 2 qui est 2, d'accord, donc r' en pi sur 2 qui est 2, fois u pi sur 2 plus 1 plus r de pi sur 2 qui est 1 fois v pi sur 2, d'accord, donc c'est moins i. U pi sur 2 c'est U pi sur 2 c'est J et V pi sur 2 c'est moins I. D'accord? V pi sur 2 c'est moins I. Et donc c'est moins I plus 2 J. Et donc en fait les coordonnées cartésiennes de ce vecteur là sont moins 1, 2. Et donc là on peut déterminer l'équation cartésienne de la tangente. Donc l'équation cartésienne, c'est 2 fois x moins 0 plus 1 fois y moins 0 avec voilà, 1 et 0 sont les coordonnées. Donc on calcule déjà les coordonnées cartésiennes de m du point pi sur 2, m du point m de pi sur 2, qui est... alors ça c'est r de pi sur 2, 1, pi sur 2, bon, qui est 0, 0, 1. D'accord, qui est 0,1. Donc l'angle c'est pi sur 2 et le rayon c'est 1. D'accord, donc c'est 0, 0, 1. Voilà. Et donc en fait l'équation est donnée par ça. Donc puisqu'on a le point, on a les coordonnées du vecteur directeur. Donc on a l'équation de la tangente. Donc l'équation est donnée par y égale à moins 2x plus 1. Et donc, c'est la courbe donnée ainsi. D'accord? Donc, c'est la courbe là. Donc, θ, c'est ça, c'est pi sur 2. Bêta, c'est ça. D'accord? Et alpha, c'est vraiment ça. C'est moins arctangente de 2. Ok. Alors, supposons maintenant qu'on a un point qui est, qu'on a un certain θ0 tel que r de θ0 égale à 0. Ça veut dire que m de θ0 est l'origine. D'accord? Donc, m de θ0 est l'origine, donc c'est pas 0, c'est O. C'est O, c'est l'origine. O, c'est pas 0. Alors, Cm de θ0 égale à l'origine, donc la tangente à l'origine et la droite d'angle θ0, tout court. D'accord, c'est la droite d'angle polaire θ0. Donc c'est la droite, donc θ0, l'angle c'est ça. D'accord. Voilà, donc une équation cartésienne, donc puisque l'angle c'est θ0, donc une équation cartésienne est donnée tout simplement par y égale à tangente θ0 fois x. Tout court, si bien sûr θ0 est différent de pi sur 2 modulo pi. D'accord. Sinon, x égale à 0, l'axe des coordonnées, l'axe des ordonnées et la tangente au point m de θ0. D'accord, tout court. Donc c'est vraiment les points qui simplifient. Donc vous voyez bien que ce sont des points en fait qui simplifient l'étude pour les coordonnées en coordonnées polaires que en coordonnées cartésiennes. Et donc alors pour ce faire, donc il suffit de calculer la vitesse. Donc la vitesse, donc alors il faut se rappeler ce que c'est que la tangente déjà. Donc on prend la droite engendrée par m de θ0, la droite mθ0, mθ.
D'accord? Donc la droite mθ0, mθ, elle est dirigée par 1 sur rθ, 1 sur rθ fois mθ, mθ0. mθ0, mθ0, c'est la même chose. Donc, il va. Donc, ça, c'est quoi? mθ0, c'est l'origine, c'est où? Donc, c'est au mθ0 sur 1 sur, fois 1 sur rθ fois au mθ. Et au mθ n'est autre en fait que rθ fois uθ. Donc, ça, c'est juste uθ. Et donc, lorsque θ s'approche de θ0, donc cette quantité-là s'approche de uθ0 parce que la fonction qui à θ fait correspond à uθ est une fonction qui est bien continue parce que les cosinus et sinus le sont. Et donc, en fait, c'est le résultat souhaité. Donc, c'est l'angle. Donc, ça, c'est uθ0. D'accord? Donc, ça, c'est uθ0. C'est la droite d'angle polaire U, d'angle polaire θ0. Voilà. Donc, alors, la deuxième remarque, qui est une remarque très, très, très importante, donc, c'est que en l'origine, on ne peut avoir en fait qu'un point d'allure ordinaire ou un point de rebroussement, de première espèce. Donc, on ne peut jamais avoir un point d'inflexion et on ne peut jamais avoir un point de rebroussement de seconde espèce à l'origine. Alors, pourquoi? Alors, les deux cas le sont. Donc, les deux cas sont cités là. Donc, si R s'annule en changeant de signe, d'accord? Donc, si R s'annule et change de signe, donc l'origine, on est à l'origine, ça veut dire que R s'annule. Donc, c'est soit on change l'origine, soit on change le signe, soit on ne change pas de signe. Et du coup, si R s'annule et change de signe, donc le point mθ franchit l'origine, donc le point mθ franchit l'origine en tournant dans le sens direct, et donc là donne en fait un point ordinaire, d'accord, parce que voilà, donc on reste en gardant le sens et on perce pas on perce pas la courbe. Alors, si R s'annule sans changer de signe, donc en arrivant en haut, donc on se point R s'annule, mais il ne change pas de signe, donc il rebrousse. Donc il va rebrousser son chemin pour qu'il ne change pas de signe. Et donc en traversant la tangente, d'accord? Et donc c'est un point de rebroussement de première espèce. Donc on change de sens et on rebrousse le chemin et on traverse la tangente. Alors, il y a deux exemples donc pour les deux situations donc qu'on peut disposer. Alors le premier exemple c'est R égale θ plus 1 fois cosinus de θ, et le deuxième des exemples c'est R égale à cos carré θ. Donc dans les deux exemples on va travailler sur le point m de pi sur 2, donc m de pi sur 2 égale à O parce que R de pi sur 2 égale à 0, R de pi sur 2 égale à 0. Et donc la tangente en pi sur 2 et la droite passant par O, et donc pi sur 2, ça veut dire que c'est l'axe des ordonnées. D'accord? Donc dans le premier cas, donc R, donc le R, il s'annule. D'accord? Il est de signe, il change de signe. Il change de signe en pi sur 2 parce que cosinus θ est positif avant pi sur 2 et négatif après pi sur 2. Donc il change de signe après en pi sur 2. Mais le θ plus 1, bien sûr, ne change pas de signe en pi sur 2. Cos carré. Donc pour la deuxième, il s'annule en pi sur 2, mais il ne change pas de signe en pi sur 2.
D'accord, il ne change pas de signe, il reste toujours positive. Donc en fait, donc là, qu'est-ce qu'on a déjà dit? Donc R change de signe en franchissant pi sur 2 de positive à négative. D'accord, donc de positive à négative. Ainsi, en tournant toujours dans le même sens, euh, en se rapprochant à l'origine, on l'a franchi et on se égare, d'accord? Donc en fait, bref, donc pour le premier point, on a un point ordinaire et donc pour le deuxième point, on a un point de rebroussement de première espèce. Et donc là, vous voyez bien donc toujours la courbe, c'est donc la tangente, c'est l'axe des ordonnées. D'accord? Et donc là, c'est la première c'est la première équation. D'accord? C'est la première courbe. Et la deuxième courbe est donnée par ça. D'accord? Voilà. Euh, alors maintenant, en arrivant à l'étude d'une courbe polaire, et donc on commence premièrement par la réduction de domaine d'étude. Et donc, pour réduire le domaine d'étude, donc il faut connaître bien sûr l'effet des transformations géométriques usuelles sur les coordonnées polaires, comme on a déjà dit, on a déjà fait pour les coordonnées cartésiennes. Et donc, la réflexion d'axe OX, donc c'est la conjugaison, c'est Z bar. Z fait correspondre à Z bar, mais si vous avez Z, c'est écrit comme étant R exponentielle et θ, donc le Z bar c'est R exponentielle moins et θ, et donc les coordonnées polaires sont R θ fait correspondre R moins θ, R exponentielle moins et θ. Pour la réflexion d'axe OY, c'est vous avez R θ, vous faire correspondre R pi moins θ, donc vous pouvez faire également la même chose. Pour la réflexion, donc vous avez par rapport à l'origine, Z fait correspondre moins Z, mais moins Z, donc c'est Z égale à R exponentielle et θ, moins Z n'est autre que R exponentielle et θ fois exponentielle pi. D'accord, fois exponentielle pi, donc c'est θ plus pi, R θ plus pi, et c'est moins R θ. Donc le θ, on peut le faire, donc ou moins R exponentielle et θ. Alors la réflexion d'axe droite, d'axe la droite, la diagonale, d'axe la diagonale, la première diagonale, donc si vous prenez R θ, donc vous faites correspondre R pi sur 2 moins θ. La réflexion d'axe l'antidiagonale, d'accord, la deuxième diagonale, donc vous prenez R θ fait correspondre moins R pi sur 2 moins θ, donc R pi sur 2 moins θ, moins R pi sur 2 moins θ. Et la rotation d'angle pi sur 2, donc vous faites rotation par un pi sur 2, donc c'est R θ plus pi sur 2. La rotation par un angle phi quelconque, c'est R θ plus phi, hein, c'est la multiplication par exponentielle phi. Pardon. Et là, vous voyez bien sûr donc les graphes de ou l'effet de quelques transformations géométriques. Donc là, c'est la réflexion par rapport à X. Ça, c'est la rotation. Alors, ça, c'est quoi? C'est la rotation c'est la rotation. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une rotation. Oui. Donc, ça, c'est la symétrie par rapport à l'origine. D'accord? Ça, c'est la symétrie par rapport à l'origine. Ça, c'est la symétrie par rapport à l'axe à la diagonale. Et ça, en fait, c'est la rotation d'angle pi sur 2. Voilà. Donc, alors, comme un exemple, donc, on détermine un domaine d'étude. Donc voilà, donc on va essayer juste de faire la même chose que pour les courbes en coordonnées cartésiennes, pour les courbes en coordonnées ou coordonnées polaires. Et donc là, on va essayer de déterminer un domaine d'étude le plus simple possible.
de la courbe donnée par R égale 1 plus 2 cos carré θ. Et donc comme vous voyez, donc c'est une fonction qui est bien définie sur R. Et donc le domaine de définition c'est R. R et les 2π périodiques. D'accord? Donc puisque R est 2π périodique, donc là on calcule m de θ plus 2π. Donc c'est r de θ plus 2π, mais r de θ plus 2π n'est autre que r de θ, et l'angle θ plus 2π n'est autre, il est équivalent à l'angle θ, et donc ce point-là, donc c'est vraiment m de θ. D'accord, m de θ. Et du coup, la courbe complète, en fait, s'obtient juste par le traçage ou l'étude sur un intervalle de longueur de pi, et on va prendre comme exemple moins pi, pi. D'accord? Donc, on vient encore une fois sur R. On voit en fait que R est une fonction qui est paire. D'accord? Donc, par la parité de R, donc on va calculer m de moins θ. Donc, c'est R de moins θ moins θ. Donc, R de moins θ, c'est R de θ moins θ. Donc, c'est vraiment la symétrie par rapport. Donc, c'est Z bar, c'est la symétrie par rapport à l'axe OX de m de θ. Et donc, il suffit de réduire, donc on va réduire l'intervalle à l'étude sur 0π. Et donc, ce qui reste, en fait, c'est la transformation m de a plus b sur a plus b moins x ou moins θ. Donc, c'est 0 plus pi moins θ. Donc, c'est m de pi moins θ. Donc, m de pi moins θ, c'est r de pi moins θ. R de pi moins θ, c'est r de θ. Donc, cosinus de pi moins θ, c'est cos θ. Au carré c'est cos θ. Donc, et là, en fait, c'est r de θ, pi moins θ, mais pi moins θ n'est autre que la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées en m de θ. Et donc, on va encore une fois diviser l'intervalle en deux. Et donc, il suffit de faire l'étude sur 0 pi sur 2. D'accord, sur 0 pi sur 2. Puis, on obtient la courbe par symétrie, par réflexion d'axe OY, donc on fait l'étude sur l'axe 0π sur l'intervalle 0π sur 2, puis on fait une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, d'accord, pour obtenir l'étude sur l'intervalle 0π, puis faire une réflexion par rapport à l'axe OX pour compléter la courbe sur l'intervalle moins pp et la courbe sur l'intervalle moins pp, c'est vraiment la même courbe que pour R. Alors là, il y a un plan d'étude comme pour les coordonnées cartésiennes, un plan d'étude complet. Si on voulait étudier une courbe en coordonnées polaires, donc premièrement, on détermine le domaine de définition, puis on réduit le domaine de définition à un domaine d'étude le plus simple possible. Également, on détermine les points, par lesquels on passe, pour lesquels on passe par l'origine, d'accord, m de θ égale à O. Également, la variation de la fonction, d'accord. Bien sûr, pour les points que là où on passe par l'origine, donc il faut préciser les tangentes, donc comme on a déjà dit. Donc les tangentes, c'est la tangente, comme on vient de dire, c'est la droite d'angle polaire θ0. Et la variation, donc la troisième des choses, c'est la variation de la fonction R, d'accord, ainsi que le signe de la fonction R. Donc la variation est le signe de la fonction R, ce qui aura en fait une influence sur le tracé de la courbe. Donc c'est ce qu'on va essayer d'expliquer plus tard. Et donc ce signe en fait permet de savoir si l'origine est un point de rebroussement ou un point ordinaire. Donc on a déjà dit que l'origine en fait donc le signe c'est soit un point ordinaire ou un point de rebroussement de première espèce, et donc le signe de R qui permet de savoir si la nature de l'origine. D'accord? Donc la tangente également, quatrièmement, c'est les tangentes parallèles aux axes.
Donc la tangente, alors pour la tangente parallèle à l'axe OX, donc il faut calculer, il faut déterminer les R et θ, les points tels que Y prime égale à 0, d'accord, et Y c'est R sinus θ, et l'axe tangente à l'axe des abscisses, c'est X prime égale à 0. Voilà. Donc l'étude également, l'étude des branches infinies, plus, d'accord? Donc l'étude des branches infinies, donc aucun résultat n'était spécifié pour l'étude des branches infinies en coordonnées polaires. Et donc, en fait, le plus simple, c'est de se ramener toujours à l'étude des branches infinies en coordonnées paramétriques, en coordonnées, en coordonnées cartésiennes, pardon, par passage bien sûr par les formules classiques x de θ égale r de θ cos θ, y de θ égale r θ sin θ. D'accord? Et donc là, on calcule, on étudie, on détermine les branches infinies, ça dépend. Donc, lorsque θ tend vers un θ 0, ça dépend de la limite de x de θ 0 et de x θ et y de θ en θ 0. D'accord? Donc là, on revient, pour les branches infinies, on revient en coordonnées cartésiennes. Alors, pour la construction de la courbe, donc le tracé de la courbe d'équation polaire R égale f de θ, il y a quatre cas, comme pour les coordonnées cartésiennes. Alors, si R est positive et croît, donc on va tourner dans le sens direct, d'accord? Donc, il croît, elle est positive, donc on va tourner dans le sens direct en s'écratant de l'origine, d'accord? Ici, R est négative et décroît, d'accord? Donc, on tourne dans le sens direct en s'écratant de l'origine, d'accord? Donc là, voilà, donc ici R est positive à droite, donc là il y a l'effet et également dernièrement on tourne dans le sens direct en se rapprochant de l'origine dans les deux derniers cas, ça veut dire que R est positive ou négative, positive décroît ou négative croît, d'accord? Voilà. Donc finalement, c'est déterminer les points multiples, la recherche éventuelle de points multiples si le tracé de la courbe le suggère. D'accord? Donc s'il ne le suggère pas, on ne les cherche pas. Alors là, on va essayer de voir deux exemples détaillés d'études. Donc le premier exemple, c'est la courbe donnée par R égale 1 moins cos θ. Et donc là, pour domaine d'étude, donc domaine définition, c'est R. R et les deux P périodiques, et donc il suffit de faire l'étude sur moins pp. D'accord? Et donc R aussi est pair. D'accord? Cos θ est pair. Et donc là, il suffit de faire l'étude sur 0 pi. D'accord? Donc parce que si vous calculez m de θ, c'est m de moins θ, donc c'est r de θ moins θ, donc là il y a une réflexion par rapport à l'axe des abscisses, et donc là on réduit l'étude à 0 pi, d'accord? Donc cosinus également de pi moins θ, donc c'est un moins cosinus θ, donc là il n'y a pas encore de réduction à faire. Alors, la localisation de la courbe. Donc, on voulait localiser la courbe. Alors, R, elle est comprise toujours donc, en encadrant cosinus θ, ou en encadrant R, tout simplement. Donc, il est toujours comprise entre 0 et pi, et 2. D'accord? Et donc, en fait, la courbe est bornée dans le disque de centre 0 et de rayon de centre l'origine et de rayon 2.
D'accord? R ici représente le rayon parce qu'il est toujours positif. D'accord? Et donc, puisque R est bien défini, bien continu, d'accord, même de classe à l'infini, et R est toujours borné, donc il y a pas de branche infinie. D'accord? R est borné, donc il n'y a pas de branche infinie, donc R ne tombe pas vers l'infini, nulle part. D'accord? Donc pour passage à l'origine, donc R égale à 0, ceci est équivalent à dire que cos θ égale à 1. Et ceci est équivalent à dire que θ égale à 0, bien sûr en travaillant toujours sur 0π. D'accord? Et donc la courbe passe l'origine uniquement pour θ égale à 0. La variation de R, donc là on calcule R elle est croissante, donc cos θ, donc vous connaissez déjà les variations du cosinus. Donc R elle est croissante sur 0π. D'accord? Avec R de 0 égale à 0, R de P égale à pi. Et en conséquence, donc si vous dérivez R, c'est sinus de θ. Et sinus θ, il est positif 11 sur 0π. Donc, et R de 0 égale à 0, R de P égale à 2. Et donc, en conséquence, R est positif et croît. D'accord? R positif et croît. On tourne déjà, alors ici dans le sens direct, en s'écartant de l'origine. Donc ça c'est pour le tracé. Alors pour les tangentes parallèles aux axes, donc la représentation en coordonnées cartésien, c'est ça, x de θ égale r θ cos θ, y de θ égale cos θ sinus de θ. Donc là, donc pour les coordonnées, la tangente est horizontale si jamais y' de θ égale à 0 sans que x' de θ soit nul, et verticale si jamais x' égale à 0 et y' ne s'annule pas. Donc ceci est déjà vu dans la dernière vidéo. Donc premièrement on calcule quand est-ce qu'x' de θ est nul. Donc là c'est l'expression de x' de θ. Et donc x' de θ est nul si seulement si θ égale à 0 puis sur 3 ou pi. Puis pour y' est nul si seulement si θ égale à 0 ou θ égale à pi sur 2 pi sur 3. Et donc en fait il y a donc là on compare, donc x' égale à 0 sans que y' égale à 0 en pi sur 3 et en pi. Et y' égale à 0 sans que x' soit nul en 2π sur 3. Donc en 2π sur 3, on a une tangente horizontale. Et en π sur 3 et pi, on a des tangentes verticales. Et donc en 0, x' égale à y' égale à 0. Donc la vitesse est nulle. D'accord? Donc le comportement à l'origine, c'est θ0 égale à 0. Donc l'équation de la tangente c'est y égale à tangente θ0 fois x. Et θ0 égale à 0, donc y égale à 0. Et donc la tangente c'est l'axe des abscisses. D'accord? Donc là, quand vous voyez pour le tracé, donc la tangente à l'origine, la tangente en pi sur 3, en m de 2π sur 3 et m de pi. Puis faire le tracé en 0π, puis obtenir la courbe sur moins pp par une réflexion par rapport à l'axe OX. D'accord. Donc pour l'étude en l'origine, donc c'est un point ici, c'est un point de rebroussement de première espèce. Et donc, ceci résulte en fait du fait que Rθ est toujours positif au voisinage de 0. Hein. Il est toujours même positif. Alors, le deuxième des exemples, c'est la courbe donnée par 1 plus 2 sinus θ sur 1 plus 2 cos θ.
Et donc là, le domaine d'étude, c'est donc cette fonction est définie sur R sans que, et donc il faut savoir quand est-ce que le dénominateur est nul. Et donc le dénominateur est nul si seulement si θ égale à plus ou moins 2π/3. Et donc le domaine d'étude est donné en fait, donc celle-là c'est déjà une fonction qui est de P périodique, donc on peut faire l'étude sur moins pp. Et donc en fait le domaine d'étude est moins pp privé de 2π/3, de plus ou moins de 2π/3. Alors pour passage à l'origine, donc on calcule 1 plus 2 sinus θ quand est-ce qu'il égale à 0. R égale à 0, ça veut dire que 1 plus 2 sinus θ égale à 0. Donc là également, pardon, ce flèche veut dire ainsi seulement si. Ainsi seulement si θ égale à moins π/6 ou à moins 5 π/6. D'accord? Et donc m de moins π/6 est l'origine. D'accord? M de moins π/6 est l'origine. Et donc la tangente là, c'est y égale à tangente moins π/6 fois x, qui est moins 1 sur racine 3 fois x. Et m moins 5 π/6 également c'est l'origine. Et donc la tangente, c'est y égale tangente à moins 5 π/6, θ 0, fois x, qui est moins 1, qui est 1 sur racine carrée de 3 fois x. D'accord? Ok, alors pour le signe de variation de R, donc le signe est là, donc on peut calculer le signe de R, donc dépend juste du signe de cos θ et sin θ, et donc le signe est donné par là. Puis la dérivabilité, donc on calcule la dérivée de R, R', on peut montrer par un calcul simple que R' est positive. Et donc R est strictement croissante sur ces intervalles. D'accord? R est strictement croissante sur ces intervalles-là. Puis pour l'étude des branches infinies, donc là on revient sur 2π/3 et plus ou moins 2π/3. Donc, alors en écrivant bien sûr x de θ, y de θ en coordonnées cartésiennes. Donc, x de θ c'est ça, y de θ c'est ça. Donc, voilà, donc elle est bien évidemment, puisque cos θ, le dénominateur est nul, s'annule en plus ou moins 2π/3. Donc, x de θ, y de θ convergent vers plus ou moins l'infini. D'accord? X, y de θ sur x de θ, donc puisque les deux convergent vers l'infini, donc là il faut calculer y de θ sur x de θ, donc ils convergent, donc c'est tangente θ, et elle va converger vers tangente moins π/3 qui est racine carrée de 3, et donc voilà, donc maintenant il faut calculer en fait. Alors, pourquoi j'ai écrit y? Donc, c'est une asymptote y égale racine carrée de 3 fois x. Là, il faut calculer quand même, il faut calculer y de 3, y de θ, moins racine carrée de 3 fois x de θ, et voir aussi la limite. Est-ce que c'est 0 ou pas? Donc, pour dire que c'est une asymptote, oui. Voilà, oui, c'est ça. Y de θ moins racine carrée de 3 fois θ, donc converge donc un petit calcul, donc en calculant la limite, il converge vers moins de pi sur moins de pi, donc lorsque θ converge moins de pi sur 3, il converge vers 2 fois 1 moins 1 sur racine carrée de 3, et donc la courbe en fait, ça c'est l'asymptote de la courbe en point moins de pi sur 3. Donc les mêmes études donnent en fait que y égale moins racine carrée de 3 fois x plus 2 fois 1 plus 1 sur racine 3 est une asymptote de la droite de la courbe en point m2 de pi sur 3 au voisinage de pi sur 3. Et donc là, vous voyez, ça c'est la courbe en fait c'est la courbe c'est notre courbe, hein, c'est notre courbe. Donc voilà, donc oui. Donc pour les positions, toujours on revient au calcul. Donc pour déterminer les positions, on calcule toujours y de θ moins
ou y de θ. Bon, comme on a déjà fait pour les coordonnées cartésiens, donc on prend la droite, y égale à ax plus b, et calculer y de θ moins ax de θ moins b, et savoir est-ce que cette quantité est positive ou négative. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à plus.